Avant, je croyais qu'avoir 18 ans signifiait être adulte. Je me trompais. Ce jour-là, j'ai compris que mes parents avaient déjà décidé qui comptait et qui ne comptait pas. Pas de fête, pas de gâteau, juste mon père qui me demandait de m'asseoir à la table de la cuisine, comme si j'allais recevoir un diagnostic médical. Sa voix était posée, prudente, cette voix douce qu'on prend quand on se croit raisonnable. « Harper, dit-il, il faut qu'on soit honnête avec toi. » Le mot « honnête » aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Il a dit qu'il n'avait jamais mis un sou de côté pour mes études. Non pas par manque de moyens, non pas à cause d'une urgence, mais parce que, pour reprendre ses mots exacts, on ne pensait vraiment pas que tu irais à l'université ou que tu deviendrais quelqu'un d'important. Je me souviens avoir souri, hoché la tête, sans rien dire, car quand la vérité est trop dure à entendre, parfois le corps choisit le silence pour survivre. Je suis resté à table après que mon père eut fini de parler. Les mains croisées sur les genoux, comme si j'étais examiné. L'horloge de la cuisine tic-tac bruyamment, chaque seconde paraissant plus longue que la précédente. Finalement, maman éteignit le fourneau et vint vers nous, s'essuyant les mains avec une serviette dont elle n'avait pas besoin. « On veut juste ton bonheur », dit-elle doucement, comme si cela allait arranger les choses. Je regardai d'elle à papa. « Alors, c'est quoi, au juste ?» demandai-je. Papa soupira, comme toujours quand il sentait qu'une conversation devenait gênante. « Harper, les études coûtent cher. Il fallait être réaliste. » « Réaliste pour qui ?» demandai-je avant de pouvoir m'en empêcher. Il se laissa aller dans son fauteuil. « Pour nous. Pour la famille. » Encore ce mot. « Famille. » Ça sonnait inclusif, mais je commençais à comprendre qu'il y avait des conditions. « Alors, vous avez économisé pour Ethan, dis-je prudemment. Mais pas pour moi. Papa n'y a pas. C'est ce qui me blessa le plus. Ethan était prometteur dès le début. Il disait qu'il avait toujours été concentré, motivé. Toi, tu étais différente. Different. J'attendais que maman dise quelque chose. N'importe quoi. Mais elle assez contented d'y acquiescer. Ses lèvres se pincèrent dans cette expression familière et contradictoire. Qu'est-ce que ça veut dire, au juste? Demandai-je. Je travaille à temps partiel. J'ai eu de bonnes notes. J'ai postulé aux écoles moi-même. Papa haussa les épaules. On ne pensait pas que tu irais jusqu'au bout de ta suggestion. La pièce me parut soudain plus petite, comme si les murs se penchaient pour m'écouter. Alors vous avez décidé pour moi, dis-je. Il y a des années, ce n'était pas le cas. Mais même mes copains, on pensait juste qu'un peu de difficulté pouvait forger le caractère. Je ris, non pas parce que c'était drôle, mais parce que si je ne riais pas, j'aurais peut-être dit quelque chose d'irréparable. Difficulté, répétai-je. Tu veux dire me regarder me débrouiller toute seule pendant que vous payez la voiture d'Ethan et son prêt étudiant. Ce n'est pas juste, grogna papa. On parle d'enfants différents, avec des besoins différents. Je me levai brusquement, ma chaise raclant le sol. Ah non, dis-je, la voix tremblante malgré tous mes efforts. Vous parlez d'attentes différentes. Un silence peasant Janet Essenstalla. Papa regarda sa montre, comme s'il espérait que le temps lui-même le sauverait. Écoute, dit-il en se levant. On ne t'a pas fait venir pour se disputer. On voulait juste que tu comprennes notre point de vue. J'acquiesçai lentement. Je comprends, dis-je. Et pour la première fois de la soirée, c'était vrai. Ils n'étaient pas confus. Ils ne se disputaient pas. Ils avaient fait un choix. Je suis ensuite allé dans ma chambre et j'ai fermé la porte avec précaution. Comme si je craignais que des mouvements brusques ne cassent quelque chose de fragile. Assise sur mon lit, je fixais le mur, repassant en boucle chaque mot, chaque silence, chaque haussement d'épaule. À 18 ans, j'avais enfin trouvé ma place. Plus tard dans la soirée, alors que je préparais une petite valise pour la fac, des vêtements hérités, un vieil ordinateur portable, un dossier de demande de bourse, j'ai entendu mes parents rire au salon. La voix d'Ethan s'est jointe à la conversation, légère et insouciante, demandant ce qu'il y avait comme dessert. Personne n'est venu me voir. Et c'est là que j'ai compris. Ce n'était pas qu'une question d'argent. C'était une question de foi. Il croyait en lui, et il n'avait jamais cru en moi. Cette prise de conscience fut plus douloureuse que tout ce qu'ils avaient pu dire à voix haute. J'ai déménagé 2 semaines plus tard, sans scène dramatique ni orage. Pas de porte qui claque, pas d'adieu crié. J'ai tranquillement fait mes valises, pliant mes vêtements dans une vieille valise qui sentait encore légèrement la poussière et l'adoucissant. Ma mère est restée sur le seuil tout ce temps, me posant des questions futiles. Tu as assez de cintres? Tu es sûr que l'appartement est sûr? Tu sais, tu peux toujours rentrer si ça tourne mal. J'ai acquiescé au bon moment. J'ai dit, d'accord, merci, tout ira bien, parce que c'était plus simple que d'expliquer que je ne me sentais plus chez moi. Mon nouvel appartement était petit. Une chambre,
Une fenêtre, des murs fins qui laissaient passer le bruit de la circulation et les disputes des voisins tard le soir. Le radiateur vibrait quand on l'allumait, comme s'il allait s'arrêter à tout moment. Mais il était à moi, et c'était le principal. Les cours allaient commencer, puis le travail, puis encore du travail. Les matins au supermarché, les soirs au restaurant, les week-ends où je pouvais prendre plus de temps. J'ai appris à gérer mes pauses café et à faire durer les restes plus longtemps que prévu. J'ai appris que la fatigue pouvait devenir la norme si on la laissait faire. Et toutes les quelques semaines, mon téléphone vibrait. Tu étais très distant ces derniers temps. Ma mère m'a envoyé un texto un soir. Tout va bien. J'ai longuement fixé l'écran avant de répondre. Je suis juste occupée avec les cours et le travail, ai-je écrit. Ce qui était vrai, mais pas toute la vérité, car la distance ne s'installe pas du jour au lendemain. Je n'étais ni dramatique ni ingrate. C'était la conséquence naturelle de la prise de conscience que j'étais seule, et que cela durait depuis plus longtemps que je ne voulais l'admettre. Quand je rentrais chez moi, la maison me paraissait identique. Le même canapé, les mêmes photos encadrées, le même calendrier familial sur le frigo, toujours classé par couleur. Ce n'est que maintenant que je remarquais ce qui manquait. Moi. Il y avait de nouvelles photos d'Ethan. Il était debout à côté de sa voiture. Il souriait lors d'une visite du campus. Il tenait sa lettre d'admission comme un trophée. Mes parents parlaient de son avenir comme d'un projet commun. Et s'il n'aime pas cette filière, on l'aidera à en changer, dit papa un soir en me tendant le sel. Ça ne sert à rien de le forcer à faire quelque chose qui ne lui plaît pas, dis-je en avalant ma salive. Il faut être gentille, murmurai-je. Maman Frankel las sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien, répondis-je machinalement. Je commençais à bien maîtriser le jeu. Avant mon départ, maman me serra un peu plus fort que d'habitude. Tu n'as pas besoin de nous repousser, Harper, dit-elle. On s'inquiète pour toi. Fis-je en riant presque. Ils s'inquiétaient de loin, bien à l'abri, sachant qu'ils avaient déjà choisi en qui ils étaient prêts à investir. En rentrant à mon appartement ce soir-là, je réalisais quelque chose de désagréable. Ils pensaient que j'étais distante parce que j'étais en colère. La vérité était pire. J'étais distante parce que j'apprenais à survivre sans rien attendre d'eux. Au deuxième semestre, l'épuisement n'était plus passager. Il était là, constant, une sorte de bourdonnement sourd et incessant, impossible à faire taire. Mes journées se confondaient. Je me levais avant l'aube pour ouvrir le supermarché et remplir les rayons, alors que le monde dormait encore. Je filais en cours, imprégné d'une légère odeur de carton et de produits nettoyants, prenais des notes avec les doigts encore douloureux à force de porter des cartons, puis filais directement au restaurant pour le service du soir. Certains soirs, je ne rentrais pas avant minuit. J'avais appris à fonctionner avec 4 heures de sommeil, parfois moins. Pendant ce temps, la vie de mes parents continuait comme si je n'étais qu'une simple note de bas de page. Un après-midi, pendant ma pause derrière le restaurant, j'ai parcouru les réseaux sociaux de ma mère. Elle avait posté une autre photo d'Ethan, cette fois-ci debout à côté de sa voiture, les bras nonchalamment posés sur le capot. Tellement fier de notre garçon, disait la légende. De belles choses à venir. Je fixais l'écran, mon tablier taché de graisse toujours noué autour de la taille, ressentant cette douleur sourde et familière dans ma poitrine. Quelques jours plus tard, papa appela. « Salut Harper », dit-il d'une voix légère. Une question rapide. Je n'arrivais pas à répondre à une lettre, je sentais bien que c'était un défi. Je savais déjà que ça ne serait pas rapide. « Tu as toujours l'ordinateur portable qu'on t'a acheté il y a des années ?» demanda-t-il. « Celui que j'utilise à l'école », répondis-je lentement. « Oui, celui d'Ethan ne fonctionne plus très bien », continua papa, imperturbable. « Comme tu travailles tout le temps, on s'est dit que tu n'en aurais probablement plus autant besoin. Il postule à l'université en ce moment, et ça lui serait vraiment utile. » Pendant un instant, je restais sans voix. « Tu veux dire l'ordinateur portable sur lequel j'écris mes dissertations ?» finis-je par dire. « Celui que j'utilise en cours tous les jours. » Il y eut un silence, puis un petit rire gêné. « Oh, je pensais que tu en avais changé depuis. » Mon rire fut bien trop bref et sec. « Non, j'ai dit que non. » « Eh bien, » répondit-il, se désintéressant déjà de la conversation. Je me suis dit que je pouvais toujours demander. Il ne s'excusa pas. Il n'avait même pas l'air gêné. Après avoir raccroché, je suis restée assise là, fixant l'écran fissuré entre mes mains. L'ordinateur portable avait survécu à des éclaboussures, des devoirs rendus en retard et d'innombrables échéances. Et pour lui, ce n'était qu'un accessoire de plus. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de me sentir négligée et que j'ai commencé à me sentir utilisée. Ce n'était pas seulement qu'il soutenait davantage Ethan. C'est qu'il considérait mes difficultés comme une ressource flexible, prêtable, jetable. Ce soir-là,
Je suis rentré à pied au lieu de prendre le bus et j'ai laissé l'air froid me piquer le visage jusqu'à ce que mes pensées s'apaisent. J'ai réalisé quelque chose que je n'avais pas voulu affronter jusque-là. Pour mes parents, je n'étais pas l'enfant pour lequel ils construisaient un avenir. J'étais le plan B. Je ne me suis pas effondré d'un coup. C'est arrivé lentement, par petits morceaux si petits que personne ne s'est aperçu qu'ils se brisaient. Je suis tombé malade fin octobre. Pas un simple rhume, non, une de ces maladies tenaces qui vous clouent au lit et qui rendent même le simple fait de se lever est une épreuve. J'ai raté 2 services au restaurant, ce qui a entraîné une baisse de salaire. Le loyer, lui, n'en avait cure. La facture d'électricité non plus. Un instant, j'ai songé à appeler mes parents. J'ai longuement fixé mon téléphone avant de finalement envoyer un SMS à ma mère. Je suis vraiment malade. J'ai raté le travail. C'est un peu la course en ce moment. 3 heures ont passé avant qu'elle ne réponde. Oh non. Désolé, ma chérie. Prends du thé et repose-toi bien. Ethan pourrait peut-être t'apporter de la soupe s'il a le temps. S'il a le temps. Il n'est pas venu. 2 jours plus tard, quand je me suis enfin traîné jusqu'à la boîte aux lettres, une enveloppe m'attendait. L'écriture de ma mère. À l'intérieur, une carte de vœux bon marché avec un chiot souriant et un billet de 10 $ collé à l'intérieur. Tu as toujours été une battante, avait-elle écrit. On croit en toi. Bisous, maman et papa. 10 $. Assise par terre dans mon appartement, les cartes encore ouvertes entre mes mains, j'ai ri doucement. Non pas parce que c'était drôle, mais parce qu'en moi, j'avais enfin renoncé à essayer de les comprendre. Le soir même, papa a publié sur les réseaux sociaux qu'il avait acheté un nouvel appareil photo à Ethan. Un investissement nécessaire, disait-il, à plus de 1000 $, car Ethan avait le don de repérer les belles choses. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas pleuré. Je n'étais même pas en colère. Je me sentais juste vide. C'était le point de rupture. Ni l'argent, ni le favoritisme, ni même les mots qu'il m'avait adressés pour mon anniversaire. C'était la prise de conscience que, peu importe mes efforts, peu importe mes sacrifices, je ne serai jamais assez bien à l'heure. Pour mériter la même attention. Alors j'ai cessé de chercher à les contacter. J'ai cessé de m'expliquer. J'ai cessé d'espérer qu'un jour ils me verraient différemment, car l'espoir, j'ai appris, n'est qu'une autre façon de se laisser blesser. Et à partir de ce moment, j'ai pris une décision silencieuse, une décision qui allait tout changer. S'ils acceptaient de me voir galérer, j'arrêterais de leur montrer à quel point ça me coûtait. Quelque chose a changé après cette nuit passée sur le sol de mon appartement. Pas de façon spectaculaire, comme dans un film. Pas d'élan soudain de confiance en soi. Pas de discours face miroir. Le changement était plus discret, mais bien plus dangereux. J'ai cessé de chercher à me faire comprendre. J'ai arrêté d'appeler chez moi. J'ai arrêté de donner des nouvelles à mes parents de mes notes, de mon emploi du temps, ou de ma fatigue. Quand ma mère m'envoyait un message pour savoir comment se passaient les cours, je répondais par un simple mot. Bien. C'était plus facile de les laisser croire que je peinais encore à m'en sortir. Bizarrement, leur faible espoir est devenu une sorte de camouflage. Au lieu de me justifier, je me suis concentré sur des solutions plus astucieuses pour survivre. Je suis allé au service des bourses et j'ai posé les questions que j'aurais dû poser 1 an plus tôt. J'ai découvert les aides d'urgence, les frais de scolarité, les programmes dont personne ne parlait jamais à moins d'insister. J'ai suivi des cours particuliers dans des salles calmes sur le campus, avec des tableaux blancs et des étudiants aussi désespérés que moi. J'ai vendu de vieux manuels scolaires en ligne. J'ai séché le bus et marché dès que je le pouvais. J'étais toujours épuisé, mais maintenant, j'avais un but. Pour la première fois, je ne me contentais plus de survivre. Je travaillais pour quelque chose. À peu près à la même époque, Ethan a décidé de postuler à mon université. Ma mère m'a appelé, tout excitée. C'est génial, non, s'est-elle exclamée. Vous pourriez bien vous retrouver sur le même campus. Génial, ce n'est pas le mot que j'aurais choisi. Il va avoir besoin d'aide pour ses candidatures, a-t-elle ajouté. Tu sais comment ça marche maintenant. Tu peux le guider. Le guider comme personne ne m'a guidé. 1 semaine plus tard, j'ai appris qu'Ethan avait cité mon nom comme référence pour un poste d'assistant de recherche très sélectif. Sans prévenir, sans mettre en garde, j'ai simplement supposé que j'allais accepter. Quand le professeur m'a interrogé à son sujet, j'ai senti le poids de cette décision m'envahir. J'aurais pu mentir. J'aurais pu minimiser la situation. Au lieu de cela, j'ai dit la vérité, calmement et professionnellement. J'ai dit qu'Ethan était créatif, mais qu'il avait du mal à être constant, qu'il n'était pas toujours préparé, qu'il n'était peut-être pas prêt pour un rôle exigeant beaucoup de recherche. Je ne le sabotais pas. Je ne cherchais simplement pas à le sauver. Plus tard dans la soirée, Ethan m'a appelé. « Tu as vraiment dit ça de moi ?» a-t-il exigé. « Tu m'as utilisé comme référence sans me demander mon avis.
J'ai répondu calmement. À quoi t'attendais-tu? Un long silence s'est installé, puis un silence plus froid encore. Tu aurais pu m'aider. J'ai fermé les yeux. J'aurais pu te mentir, ai-je dit. Ce n'est pas pareil. Il a raccroché. J'attendais la réaction de mes parents. Elle n'est jamais venue. Soit Ethan ne leur avait rien dit, soit il leur avait dit. Et ils ont décidé que ce n'était pas la peine d'en parler. Ce silence en disait long. Ils pensaient encore que c'était moi qui galérais, le personnage secondaire, le gamin qui avait besoin de pression pour rester motivé. Alors je les ai laissés croire ça. Car ce qu'ils ignoraient, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que pendant qu'ils s'affairaient à planifier l'avenir d'Ethan, je construisais discrètement le mien. Et pour la première fois, je ne le faisais pas pour les contredire. Je le faisais parce que j'en avais assez d'être une enfant. Le moment était venu. Je le sentais. Ils n'avaient aucune idée à quel point ils étaient proches de voir s'effondrer tout ce qu'ils croyaient savoir. La semaine d'intégration a été plus bruyante que prévu. Le campus vibrait d'une énergie nerveuse. Des parents traînaient leurs valises, les nouveaux étudiants contemplaient les bâtiments comme s'il s'agissait de monuments, le personnel criait des instructions dans le chaos. Je m'étais inscrite des semaines auparavant pour aider à l'organisation des séances d'accueil, principalement pour obtenir des bourses supplémentaires et des repas gratuits. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était à un timing aussi parfait. J'avais été désignée pour intervenir dans une table ronde sur la réussite étudiante. Mes parents n'étaient pas au courant. Ethan n'était pas au courant. Il pensait que l'intégration n'était qu'une formalité administrative et des visites du campus. Une autre étape importante pour Ethan. Une autre chose à laquelle ils pourraient participer ensemble avec fierté. Je les ai aperçus dès que j'ai franchi le seuil de l'auditorium. Mon père se tenait près de l'allée, balayant la salle du regard comme s'il y était chez lui. Ma mère ajustait sa veste et souriait aux autres parents. Ethan était assis entre eux, détendu, sûr de lui, et se comportait déjà comme si l'endroit lui appartenait. Ils ne m'ont pas vu. Du moins, pas avant que mon nom ne soit appelé. Puis, le modérateur a annoncé dans le micro, avec un sourire chaleureux. Nous avons Harper Miller, l'une de nos assistantes de recherche et boursière. Jason Ker Batre Lachamad and Milevant. Les lumières étaient vives. Un silence de mort s'est abattu sur la salle. Le sourire de ma mère s'est figé. Mon père s'est redressé lentement. Ethan a fait un mouvement brusque de tête. J'ai pris le micro et j'ai inspiré profondément. Je ne devrais pas être là, ai-je commencé, la voix calme malgré la tempête qui grondait en moi. Ah non pas que j'en sois incapable, mais parce que ceux qui étaient censés croire en moi n'y croyaient pas. Ce fut comme une onde qui se propagea dans l'assistance. Les parents se sont agités sur leur siège. Quand j'aurai 18 ans, ai-je poursuivi. On m'a dit qu'aucun argent n'avait été mis de côté pour mes études. Non pas que ce soit impossible, mais parce qu'on supposait que je n'irais pas à l'université ou que je n'y réussirais pas. Je n'ai pas haussé le ton. Ce n'était pas nécessaire. Les reproches se sont propagés comme une vague. Mon petit frère, ai-je dit, avait une bourse complète, une voiture, du soutien, des encouragements. Moi, j'avais 2 emplois et le choix, abandonner ou me débrouiller seul. J'ai marqué une pause et serré un peu plus fort le micro. La pression ne forge pas toujours le caractère, ai-je dit. Parfois, elle révèle simplement qui est prêt à vous laisser vous battre et qui ne l'est pas. Le modérateur s'est agité mal à l'aise à côté de moi, mais j'ai continué. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai appris à ne plus attendre la permission, à ne plus espérer que quelqu'un d'autre décide que je valais la peine d'investir en moi. Finalement, j'ai regardé l'assistance. Le visage de mon père était devenu pâle. Ma mère fixait le vide, les lèvres serrées. Ethan n'arrivait pas à me regarder. Il y a ici, en ce moment même, des étudiants à qui on a dit qu'ils n'étaient pas à la hauteur. J'ai parlé plus doucement maintenant. Sous-estimés par ceux qui auraient dû les protéger. Je suis là pour vous dire qu'être ignoré ne signifie pas être incapable. Parfois, cela signifie que vous êtes plus fort qu'il ne l'imaginait. Pendant une seconde, personne n'a bougé. Puis quelqu'un a applaudi. Un autre, puis un autre. Les applaudissements, d'abord irréguliers, sont devenus réguliers, emplissant la salle jusqu'à donner l'impression d'être oppressé de toutes parts. J'ai rendu le micro d'un signe de tête poli et j'ai quitté la scène sur des jambes qui semblaient ne plus m'appartenir. Je ne me suis pas retourné. Je n'en avais pas besoin, car derrière moi, tout ce qu'ils avaient cru, chaque supposition tacite, chaque rejet à la légère, venait d'être dit à voix haute. Et une fois la vérité révélée, elle ne se cache plus. L'atmosphère de la salle était différente après cela. Ni plus bruyante, ni plus silencieuse, simplement différente, comme si quelque chose de fondamental avait changé, et que chacun pouvait le ressentir sans savoir comment le nommer. Après la fin de la table ronde, élèves et parents se sont pressés autour de la scène. Quelques personnes m'ont remercié. Une mère m'a serré la main et m'a murmuré quelque chose.
Ma fille avait besoin d'entendre ça. Un étudiant de première année, les mains tremblantes, m'a confié qu'il avait failli abandonner avant même le début des présentations. J'ai écouté. J'ai hoché la tête. J'ai souri quand j'ai senti que c'était le bon moment. Ce que je n'ai pas fait, c'est chercher ma famille. Ils m'ont trouvé de toute façon. Ma mère est arrivée la première, le visage crispé par un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Harper », a-t-elle dit doucement, comme si nous étions dans un supermarché et qu'elle ne voulait pas faire d'esclandre. « Il faut qu'on parle. »« Pas maintenant », ai-je répondu tout aussi doucement. Papa se tenait quelques pas derrière elle, la mâchoire serrée. Ethan est resté près de l'allée, soudain fasciné par son téléphone. « Tu n'étais pas obligé de le dire comme ça », a dit papa en baissant la voix. Devant tout le monde, j'ai croisé son regard. Pour la première fois, je ne me suis pas sentie insignifiante en le faisant. Je n'ai pas prononcé ton nom, ai-je dit calmement. J'ai raconté mon histoire. Cette histoire nous a fait passer pour des imbéciles. Maman a sifflé avant de pouvoir se retenir. J'ai pris une lente inspiration. Non, j'ai dit que ça t'avait juste mis en avant. Ethan a finalement levé les yeux. Tu nous as fait honte, a-t-il murmuré. Je me suis tournée vers lui. Tu as utilisé mon nom sans me demander, ai-je dit calmement. Vous avez profité de mon silence pendant des années. Voilà l'autre côté de la médaille. Personne n'a protesté. Ils ne se sont pas excusés non plus. Plus tard dans la soirée, mon téléphone a vibré. Des messages que je n'ai pas ouverts tout de suite. On n'a jamais voulu te faire de mal. On essayait juste de te motiver. On est fier de toi. J'ai longuement fixé l'écran, puis j'ai posé mon téléphone face contre table. La fierté, même après des preuves, ne peut effacer des années de doute, et les explications ne guérissent pas ce que la négligence ronge en silence. Cette nuit-là, seul dans mon appartement, j'ai réalisé quelque chose de surprenant. Je n'étais plus en colère. J'en avais assez. Il m'avait enfin vu, mais pas comme il l'entendait. Et pour la première fois de ma vie, c'était suffisant. Ce qui a suivi n'était pas de la vengeance. C'était quelque chose de bien plus déstabilisant pour eux, une distance, des limites. La vie n'est pas devenue facile comme par magie après ce jour-là. Je travaillais toujours de longues heures. Je gérais toujours mon budget avec soin. J'étais toujours fatigué, d'une fatigue que le sommeil ne pouvait pas toujours apaiser. Mais quelque chose de fondamental avait changé. Un changement, discret et permanent. J'ai cessé d'attendre que mes parents comprennent qui j'étais devenu. Quand ma mère a appelé des semaines plus tard, d'une voix prudente, tâtonnant le terrain, j'ai répondu poliment mais sèchement. Quand mon père m'a envoyé des articles qu'il pensait utiles pour ma carrière, je l'ai remercié et j'ai changé de sujet. Quand Ethan m'a envoyé un message comme si de rien n'était, j'ai répondu quand j'en avais envie et je n'ai pas répondu quand je n'en avais pas envie. Non par méchanceté, mais par lucidité. J'ai terminé mes études à ma façon. J'ai traversé la Seine, consciente que chaque étape qui m'y avait mené avait été durement gagnée. Quand le diplôme est arrivé entre mes mains, j'ai ressenti une paix intérieure. Non pas une fierté alimentée par la reconnaissance, mais un soulagement nourri par la vérité. J'ai envoyé à ma famille une annonce de remise de diplôme. Juste une photo, sans légende, sans explication. Ils n'ont jamais répondu. Et pour la première fois, ça ne m'a pas fait mal, car j'avais enfin compris quelque chose qu'ils ne m'avaient jamais appris. Être sous-estimé ne signifie pas être faible. Être ignoré ne signifie pas être invisible. Et ne pas être soutenu ne signifie pas être indigne de succès. J'ai bâti mon avenir sans filet de sécurité, sans applaudissements, sans permission. Et maintenant que je regarde devant moi, je ne me demande plus qui croit en moi. J'y crois déjà.